En tout cas, merci déjà d'être aujourd'hui à cette journée technique. Je remercie aussi beaucoup les gens de l'Ouest d'être venus. Au moins, on a un peu de pluie dans notre région, ça nous fera du bien. Et puis merci aussi d'être venus parce que c'est votre journée technique. Hein. Vous savez, vous donnez les moyens à Luzerne de France de faire des travaux. Et cette journée technique est toujours importante, vous permet d'avoir une présentation de tout ce qui a été fait donc, avec les moyens qui ont été donnés à Luzerne de France. Voilà, je ne veux pas être beaucoup plus lent. On va tout de suite démarrer. Je vais laisser la parole maintenant à Yann Martinet, votre directeur, pour présenter donc, la première séquence qui va se faire en visio. Ce n'était pas possible d'avoir la personne en présence. Voilà. Donc, merci, bonjour à tous. Alors, donc, on a prévu de faire, comme à chaque édition, une présentation, on va dire, où on se projette un petit peu plus loin et on a le plaisir d'accueillir, alors je ne sais pas si on le voit en caméra, je crois que tu as déjà mis, voilà, donc Bertrand Guérin, voilà, Bertrand Guérin, merci d'être présent avec nous. Bertrand Guérin est vice-président de l'AAMF, donc l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. En charge notamment du développement du GNV, donc on va nous présenter un petit peu tout ça. Le sujet de l'intervention, c'est le gaz vert, une solution pour la décarbonation des chantiers de plaine, point d'interrogation. Et donc je vous propose, puisqu'on est tout juste dans les temps, de donner la parole à Bertrand Guérin, qui est aussi, pour la petite information, le frère de Thierry, que vous connaissez bien. Voilà. Bertrand, vous avez la parole. Bonjour à tous. On vous propose 3 temps. Un premier temps, c'est à travers d'un petit PowerPoint de vous représenter ce que c'est que le GNV pour ceux qui ne connaîtraient pas. Vous dire un petit peu aussi qu'est-ce que nous on fait dans notre association nationale. Et avant d'engager la discussion, qui sera le 3e temps, on vous présentera un petit film qu'on a réalisé dans les Pays de Loire sur ce sujet. Vous montrer des exemples d'agriculteurs qui ont développé cette solution pour servir des entreprises de transport en particulier. Et puis ensuite, donc, en fin de partie, si vous voulez, on peut engager le débat. Il y a une point d'interrogation à votre sujet. On a beaucoup d'interrogations aujourd'hui sur des tas de sujets, et donc je n'ai pas de solution clé en main, malheureusement, parce que tout ce que l'on fait, on est vraiment dans le domaine de l'innovation et on construit au quotidien. Ce qu'on fait sur notre ferme ici à Beaumont-du-Périgord, c'est complètement le domaine de l'innovation. Et donc, il y a plein de choses qui s'imaginent chaque jour, et ce qu'on fera demain, sûrement, sera différent de ce qu'on entreprend aujourd'hui. Donc, plus de questions aujourd'hui et d'idées que de solutions concrètes, donc ça on va en parler. Je ne sais pas, on peut commencer. Monsieur Gali, si vous voulez, je vous laisse le mettre à l'écran. Donc nous on est une association nationale, on regroupe aujourd'hui un petit peu plus de 500 adhérents. On est agriculteurs méthaniseurs, certains d'entre vous peut-être dans la salle le sont ou le pratiquent déjà. Il y a trois utilisations possibles à partir du méthane de fermentation que l'on produit. Le premier usage qui s'est développé au début de la méthanisation en 2008-2009, c'est la production d'électricité et de chaleur à partir d'un moteur de cogénération. C'est ce que je fais ici sur ma ferme. Cette électricité, on l'injecte dans le réseau, et la chaleur, on la valorise chez nous dans un réseau de chaleur qui chauffe les maisons, l'ensemble de la ferme et le process. Ça a été un premier usage. Il y a eu un deuxième usage qui s'est développé à partir de 2013 pour la première installation agricole, et puis aujourd'hui qui est la voie principale, puisque c'est celle qui est soutenue par l'État, qui consiste à épurer le biogaz. On retire la partie CO2 qu'il contient et on injecte dans le réseau public. Donc dans la plupart des situations en France, c'est le réseau GRDF, c'est parfois aussi le réseau de transport géré par une entreprise qui s'appelle GRT. Et donc ce méthane, on l'injecte dans le réseau, et ensuite il va servir les différents usages du réseau, que sont les habitations, les entreprises, etc. Ça c'est la deuxième voie. Et la troisième voie qui est en cours de développement, qui est plus récente, c'est ce qu'on appelle la mobilité verte, qui consiste à reprendre ce méthane, à le comprimer, pour en faire un carburant pour des moteurs classiques à explosion. Ce sont des moteurs
qui sont spécifiques au gaz, puisque ce ne sont pas des moteurs diesel, ce sont à la base des moteurs essence, puisqu'il y a une bougie pour l'allumage. Et donc le méthane remplace le diesel, l'essence ou d'autres carburants liquides. Donc on parle de GNV, ça c'est le terme générique. GNV, ça veut dire gaz naturel véhicule. Et quand il est issu de fermentation, c'est-à-dire de biogaz, on parle de bio-GNV. C'est dans tous les cas du méthane. Le méthane, donc, je l'ai dit indirectement, il a deux origines. Soit une origine fossile, c'est le méthane russe, c'est le méthane algérien, norvégien, etc., que l'on achète et qui arrive soit par des gazoducs, soit dans des terminaux, et qui est ensuite redistribué dans le réseau. Ça, c'est du méthane fossile. Et ensuite, il y a le méthane de fermentation, qui est issu du biogaz et donc de la fermentation des matières organiques. Donc, on parle de bio-GNV. Et quand on parle de gaz naturel véhicule, il y a deux déclinaisons possibles. La première, c'est le GNC, gaz naturel comprimé, puisque donc, le gaz, en le comprimant, on réduit son volume, et donc ensuite on peut l'utiliser en carburant. Et il y a une forme liquéfiée, c'est-à-dire qu'en refroidissant ce méthane et en le comprimant, on arrive à le liquéfier et à avoir sur un volume donné un stockage d'énergie, de quantité d'énergie nettement supérieur à la forme comprimée. Aujourd'hui, dans le transport routier, qui est l'utilisateur principal du GNV, du gaz naturel véhicule, on trouve ces deux formes à la fois comprimées et à la fois liquéfiées. La forme comprimée est la plus commune, puisqu'on met ce gaz à 250 bars, 200 bars dans une bouteille, entre 200 et 250. La norme française, c'est 200, et la norme européenne, c'est 250. La forme liquéfiée est plutôt réservée à des camions qui font du transport longue distance, puisque si on parle d'autonomie, on le verra tout à l'heure, on est sur des autonomies de 400 km, 4 à 500 km avec du gaz naturel comprimé, et avec du liquéfié, on arrive à tripler cette distance, on va sur des distances qui vont entre 1000 et 1500 km. C'est peut-être là. Donc ça, c'est pour quelques définitions très, très basiques. Il y a aujourd'hui en France un fort développement des stations qui avitaillent ces véhicules. On a aujourd'hui une centaine de stations en France et ils en développent tous les jours avec toute une série d'acteurs que sont des grands groupes pétroliers, par exemple. Le groupe Total développe au travers de la SN4, son réseau SN4, qui est un réseau réservé aux professionnels. Il y a des spécialistes du type GazUp. GazUp est une société qui est issue de la région où vous vous situez aujourd'hui. Carregreen en Bretagne, etc. NDSA, qui est un opérateur espagnol. Il y a toute une série d'opérateurs qui développent ces stations. Nous, dans le sud, sur Montpellier, on a un opérateur qui s'appelle Seven, qui développe aussi des stations dans tout le grand sud de la France. Il y en a une sur l'autre à côté de chez nous, par exemple, on en trouve à Toulouse, etc. Donc ça, c'est une des familles des acteurs, et il y a une deuxième famille des acteurs, c'est celle dont je vous parlerai après, que sont les agriculteurs méthaniseurs. En termes de véhicules, il y a de plus en plus de véhicules qui se développent au gaz naturel véhicule, au GNV, en particulier tous les bus de ville, tous les véhicules qui rentrent dans les villes, que ce soit les bennes à ordures, les bus, et une partie du transport routier. En particulier, vous avez certainement entendu parler, ça ne vous concerne pas du tout en agricole, de ce qu'on appelle les ZFE, les zones à faible émission. Il y a aujourd'hui une dizaine de villes qui sont concernées, mais de plus en plus, il y a des lois qui obligent toutes les grandes métropoles à mettre en place des systèmes de circulation avec des véhicules de critère 1 qui interdisent donc un certain nombre de gros véhicules de rentrer dans les agglomérations. Et donc, toutes les entreprises de transport qui travaillent dans ces zones sont obligées de se convertir et de sortir du diesel. Peut-être diapo suivante. Donc, il y a toute une série de
de loi de cadre réglementaire qui incite à développer, à faire ce qu'on appelle la décarbonation de la mobilité, que ce soit dans les villes mais aussi dans le transport routier. Donc je vais passer là-dessus, mais il y a des scénarios objectifs 2030 qui, sur le gaz naturel véhicule, fixent un objectif de près de 1000 stations en 2030 avec 40% de bio-GNV plutôt que du GNV. Donc nous, on s'inscrit, si vous voulez, dans l'agriculture dans ce contexte-là, avec quand même une particularité, c'est que le développement du GNV aujourd'hui, du gaz naturel véhicule, se fait plutôt dans les zones urbaines ou périurbaines et dans les zones d'activité importantes liées associées aux métropoles. Et dans une deuxième manière, auprès d'entreprises de transport qui, dans certaines situations, gèrent par elles-mêmes leurs propres stations. En réalité, au niveau des stations, il y a les stations publiques auprès desquelles tout le monde accède, mais on a aussi des entreprises de transport qui ont des grosses flottes de camions qui mettent en place pour elles-mêmes une station privative où elles avitaillent leurs véhicules, dans la mesure où leurs véhicules procèdent à des transports qui sont point de départ le matin sur la base de l'entreprise et retour le soir, avec un kilométrage qui ne dépasse pas les 400 km au jour. Donc on a beaucoup de stations privatives qui n'apparaissent pas dans la carte qu'on a vue tout à l'heure. Donc c'est dans ce contexte que nous, agriculteurs méthaniseurs, on s'inscrit. Parmi les réflexions, on a dans le projet que, à terme, chaque agriculteur méthaniseur puisse utiliser ce carburant qui est présent directement sur nos fermes pour sa propre activité agricole. C'est ce qu'on a entrepris dans notre ferme ici à Nojal. Et également servir les usages du territoire. Alors quand on parle d'usage du territoire, je pense que c'est sur la diapo suivante, on parle de tout ce qui circule dans les territoires ruraux. Donc on a bien sûr, je vous l'ai dit, la ferme, mais on a aussi tous les transports périphériques à l'activité agricole. Et on utilise de plus en plus de camions. C'est-à-dire que les camions qui amènent les appros, qui collectent toutes les productions que l'on a, que ce sont les camions de laitiers, les camions de collecte de céréales, et dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, par exemple, les fourrages verts qui servent à la déshydratation, ça génère toute une activité de transport périphérique aux fermes qui est assez conséquente et qu'on aura de même besoin de décarboner comme le sont obligés l'ensemble des activités de transport. Il y a ensuite toute une série d'utilisateurs publics dans les territoires ruraux que sont le transport scolaire, les véhicules de service à la personne, les véhicules de la poste, etc. etc. Donc il y a là aussi toute une série d'usagers qui tournent aujourd'hui plutôt avec des véhicules légers dans ce cas-là, mais qui sont aujourd'hui aussi dans une perspective de décarbonation. Et puis, bien sûr, il y a tout un chacun les véhicules des particuliers. Nous, l'idée, c'est de s'inscrire dans cette dynamique et donc à partir du biogaz que l'on produit par fermentation, après un processus d'épuration, c'est de le comprimer et de pouvoir le distribuer. Regardez sur la diapo suivante, aujourd'hui on a trois modèles qui se sont développés chez les agriculteurs méthaniseurs. On a en gros une cinquantaine aujourd'hui d'acteurs chez nous qui ont des stations installées. Il y a une première version qui est celle de la photo du haut, pour des gens qui, comme sur notre ferme, sont producteurs d'électricité et qui, donc, pour leur électricité, brûlent du biogaz brut dans leur moteur. S'ils veulent faire du gaz carburant, ils sont obligés de l'épurer, de retirer le CO2, de le comprimer et ensuite donc de le distribuer. Donc, ce que vous voyez là, c'est une machine qui vaut en gros 400 000 € installée et qui permet de produire l'équivalent de 100 000 litres de carburant liquide. Je vous parlerai d'un ou deux éléments de conversion tout à l'heure. On a une deuxième famille de stations développées chez les agriculteurs qui consiste à partir de leur biométhane, qui est déjà épuré puisqu'ils l'injectent dans le réseau, donc ils ont une machine pour épurer, à le stocker, à le comprimer et à l'utiliser pour les véhicules de leur entreprise.
Dans ce cas-là, ils utilisent directement leur gaz avant de l'injecter dans le réseau. Et nos contrats aujourd'hui de vente de biométhane à un acheteur nous interdit. La loi nous interdit ce qu'on appelle la double valorisation de l'utiliser, de le vendre pour des usages de tiers. Donc c'est réservé aux usages de l'entreprise elle-même, de la ferme elle-même. Et le troisième modèle qui s'est développé, c'est ce que vous verrez dans le petit film en suivant, ce sont des agriculteurs méthaniseurs qui ont carrément créé des stations à vocation publique en se mettant après le point d'injection. Donc on verra dans les deux cas du petit film tout à l'heure, ce sont des agriculteurs qui sont en Pays de Loire, qui ont une méthanisation agricole, qui épure le méthane, qui l'injectent dans le réseau. Ils ont créé la station sur le réseau, ce qui les oblige à racheter à un fournisseur du biométhane, donc il y a une espèce d'opération comptable bizarre, mais c'est uniquement comptable, qui consiste à passer un point de comptage qu'on appelle le point d'injection, et ensuite à racheter à un fournisseur du biométhane qui vont distribuer dans la station. Il y a trois tailles en fait très différentes là sur ces trois modèles-là. Je vous l'ai dit pour la première, on va faire 60 à 100 tonnes de GNV, puisqu'un GNV, ça je ne vous l'ai pas dit, on parle en tonnes. Il y a une conversion qui fait qu'on peut multiplier, on va dire, un diesel par 1,2, on va dire. Donc équivalent 100 000 litres dans le premier modèle. Dans le modèle d'en dessous, là c'est beaucoup plus petit, on est plutôt sur quelque chose qui va faire 50 à 60 000 litres, équivalent diesel. Et sur les stations, sur la station du bas, qui est une station à caractère public, là il y a à peu près toutes les tailles, ça dépend complètement de l'activité locale et des transporteurs qui peuvent venir utiliser la station. Donc le porteur de projet dimensionne sa station en fonction de la logistique qu'il y a autour, mais on peut distribuer à partir de 2 à 300 tonnes jusqu'à 1000 tonnes, voire 2000 tonnes de carburant liquide, de carburant gazeux GNC sur ce type de station. Donc voilà les trois modèles et on verra après pour beaucoup entreprises spécifiques ce qu'on peut imaginer. Diapo suivante, donc nous les modèles, donc ça c'est le premier modèle, je vous l'ai décrit, je ne vais pas y revenir, c'est la station chez l'éco-générateur. On a un exemple en Haute-Marne chez notre ami Philippe Collin. Lui, sur sa station, il fait tourner le camion du laitier. C'est l'entreprise Saventia qui exploite ce camion. Il a bien sûr le nouveau tracteur New Holland. Il y a des bus scolaires qui passent chez lui. Donc il est complètement inséré dans son territoire, à la fois pour ses véhicules et pour les véhicules périphériques. On passe à la dernière diapo. Donc ça c'est une petite carte qui montre ce qu'est le réseau à gauche aujourd'hui des stations, mais qui est en plein développement. Et la carte de droite, elle est incomplète puisqu'elle a déjà plus d'un an. C'est la carte des installations de méthanisation. En France, aujourd'hui on est à plus de 1000, on sera à 2000 d'ici un an et demi à peu près, avec 1500 avec du méthane déjà épuré. Donc ça veut dire qu'on a un réseau, un maillage sur le territoire de producteurs de biométhane qui est très significatif et qui fait que tous les territoires auront en proximité immédiate un producteur de biométhane. Voilà, donc ce que je vous propose peut-être pour comprendre un petit peu mieux et avant qu'on se lance dans les questions, c'est de vous passer un petit film qui fait 7 minutes, qui vous décrit deux situations qui sont en Pays de Loire, une à Mortagne-sur-Seine en Vendée et une autre en Indre-et-Loire à Saumur. Et donc ce sont des stations qui sont qui ont été portées par des agriculteurs méthaniseurs et vous allez voir comment ils ont raisonné leur affaire. Quand même très très loin d'ici. Oui, vous pensez que je ne vais pas pouvoir y aller en vélo? En fait, ça dépend de combien de temps vous disposez. Et qu'est-ce que vous allez faire en montagne? Alors, j'ai eu la rencontre d'agriculteurs qui ont installé il y a une dizaine d'années un méthaniseur
Et je vais échanger avec eux justement sur cette dynamique territoriale. Alors c'est amusant parce qu'en fait c'est un sujet que je connais bien. Et alors, est-ce qu'il y a du potentiel dans les Pays de la Loire pour ce type de projet? En région Pays de la Loire, je peux dire qu'on a à peu près 80% de l'agriculture qui est orientée vers l'élevage, avec pas mal d'effluents bovins et porcins, pas mal de cultures aussi. Donc il y a un potentiel très très important en matière de méthanisation, que ce soit des installations de taille raisonnable, des collectifs d'agriculteurs comme ceux que vous allez voir. Et à la fois, ça répond aux enjeux des agriculteurs d'améliorer leur bilan économique de leur exploitation. Donc c'est vraiment extrêmement pertinent. Alors, écoutez, je reviendrai bien vous voir après être allé à Mortagne-sur-Cèvre. J'irai ensuite à Saumur voir d'autres agriculteurs. Alors si effectivement je suis encore là, parce que ça dépend combien de temps vous mettrez pour aller à Mortagne et avec plaisir. J'abandonne mon vélo, j'y vais en voiture. Voiture à gaz, bien sûr. Je vous ferai signe. Merci, au revoir. Merci. Bonjour Damien. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Merci de m'accueillir dans les jardins de la Cure de Mortagne-sur-Cèvre. Alors il y a une dizaine d'années, vous êtes lancé dans l'agriméthane. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, les exploitants agricoles, à vous lancer dans la méthanisation? L'idée, c'était de valoriser nos effluents d'élevage. Donc avec ces déchets, on produit un gaz vert, mais aussi, une fois que la méthanisation est finie, le cycle, on récupère le digestat et on l'épand sur nos parcelles, parce que ce produit ne sent pas. Et en plus, il apporte un fertilisant à nos cultures. Ça nous permet de diminuer de 80% nos achats d'engrais chimiques. Merci Damien. Alors et toi Olivier? En tant que producteur de porc, souvent on avait une étiquette collée. Je voulais démontrer que moi aussi je me préoccupais de l'environnement. Et le groupe Agriméthane des 10 agriculteurs, là ce qu'on fait, on produit une énergie locale, non délocalisable. Et je pense que pour la commune, c'est une valeur sûre. Il y a 4 ans, vous lancez la station BioGNV de Mortagne-sur-Cèvre. Qu'est-ce qui vous a amené à lancer cette station? On va tout simplement donner une vie à notre gaz vert qu'on produit, faire rouler des véhicules avec nos effluents d'élevage, c'est quelque chose de formidable. Sur notre station, c'est à peu près 70 à 80 pleins par jour pour les entreprises, les particuliers du secteur qui roulent avec ce carburant. C'est sans doute un des ciments d'Agriméthane, solidarité et envie d'entreprendre. Merci Damien, merci Olivier. Et maintenant, partons à Saumur à la rencontre de Lucien Gerbier. C'est parti. Bonjour Lucien. Bonjour Gilles. Alors, merci de m'accueillir à Saumur, ici à quelques dizaines de mètres de la station BioGNV Saumur Énergie Verte. Alors vous êtes un agriculteur assez hors du commun, donc on va commencer par le début. Lorsque mes enfants avaient fini leurs études, ils voulaient faire quelque chose avec moi. Et puis finalement on s'est dit, le sens du vent, c'est quand même le développement durable. C'est moins d'engrais, moins de phyto, moins d'arrosage. Et finalement, en allant chercher les déchets végétaux dans les déchetteries, on peut faire du bon compost. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Alors ce compost, vous en faites quoi? Alors dans un premier temps, on l'a mis dans nos champs. Donc les agriculteurs voisins, ils nous disaient, mais qu'est-ce qu'il va mettre dans ces sols? Ils ouvraient les yeux comme ça. 20 ans après, on n'a plus assez de compost, tout le monde en prend. Que ce soit là en grande culture, chez les vitis, les arbres, les maraîchers. Voilà, on n'a pas assez de compost aujourd'hui. Donc tout le monde en veut, vous allez un petit peu plus loin, en 2016, vous décidez de vous lancer dans la méthanisation. Tout de suite, les élus ont dit, ah bah oui, ça nous intéresse, parce que ça permettra de verdir un peu, je dirais, l'agglo de Saumur avec des énergies renouvelables. Et notamment, c'est eux qui m'ont trouvé le terrain, proche d'un tuyau de gaz pour pouvoir construire une méthanisation. Sachant que sur notre station de compostage, on avait des produits qui étaient fort méthanisables et qui étaient intéressants de mettre dans le méthaniseur. Donc vous avez valorisé le compost d'une nouvelle forme, mais vous ne vous êtes pas arrêté là, vous décidez de vous lancer dans le carburant BioGNV. On s'est aperçu que le biogaz il pouvait être utilisé par tous les véhicules de la région, quoi. Et donc tout de suite les élus ont dit oui, on pourrait faire tourner nos bus, on pourrait faire tourner les camions poubelles. Et puis moi j'ai dit j'ai mes camions de compost, j'ai aussi une activité de granulés de bois et de plaquettes de bois pour les chaufferies, quoi. Je peux les faire tourner au gaz. Rien que nous, le socle commun, on peut déjà embrayer sur une vingtaine de camions. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a monté la structure qui s'appelle Saumur Énergie Verte et où on est plusieurs associés, quoi. Dans toute votre activité, en fait, Lucien, elle est centrée sur l'économie circulaire, également de croissance verte, parce que vous avez créé pas mal d'emplois.
Alors moi, à mon niveau, depuis une vingtaine d'années, on a créé 75 emplois en peine 20 ans. Merci beaucoup, Lucien, et félicitations. Merci Gilles, à bientôt. Alors me voilà rentré de Saumur et de Martagne, c'était vraiment très intéressant. Mais quel est l'avenir de ce type de projet? Si on veut répondre aux enjeux de demain sur les questions énergétiques et climatiques, il va falloir passer à peu près de 400 unités de méthanisation avec injection de biogaz aujourd'hui en France, à près de, allez, je vais exagérer, mais de 12 000 installations. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu d'implantation sur nos territoires. C'est la même chose pour l'éolien, le photovoltaïque. La question qu'il y a derrière, c'est comment la population qui habite sur ces territoires accueille ces projets locaux sans s'y opposer et donc en adhérant à ces projets. Et ne pas faire comme on faisait au XXe siècle, parachuter des projets, ou faire dans son coin. Et là, je dirais que les dispositifs administratifs ne s'y prêtent pas encore vraiment. Alors, je me suis renseigné avant de revenir ici. On a la Chantrerie, c'est un lieu magnifique au bord de l'Erdre. Et qu'est-ce que vous faites ici? Je dirige une association d'établissements publics et privés qui s'est donné pour objectif tout simplement d'inventer les modes de vie du XXIe siècle. Et on travaille sur la mobilité, l'alimentation, l'énergie, beaucoup de sujets où on porte les projets nous-mêmes avec la collectivité qui facilite ces projets. Le projet de franchissement de l'Erdre par bateau en est un exemple. C'est tout un apprentissage qui n'est pas dans notre culture française. Merci beaucoup pour cette magnifique rencontre, pour ce magnifique lieu de la Chantrerie. Au revoir. Merci. Vous pouvez reprendre la main, monsieur Guérin. Bon voilà, donc un exemple de territoire qui est d'agriculteurs qui se sont engagés dans cette transition. Alors je ne sais pas comment vous voulez procéder. En peu de temps, on a assez d'idées, de choses nouvelles. Je vais vous demander comment on peut imaginer sur la décarbonation de ce que vous appelez les chantiers de plaine, comment assurer cette transition. Je crois qu'il y a vraiment deux domaines qui sont très différents, et deux types de matériel qui sont très différents dans les chantiers qu'on utilise en DESI. C'est le volet du transport. Et là, on voit bien avec cette solution que le transport qui est quelque chose qui est envisageable très rapidement. Il y a une offre de camions, de véhicules qui est assez étoffée en termes de camions, que ce soit des tracteurs ou des porteurs, pour faire du transport. Il y a en gros deux grandes marques qui aujourd'hui se partagent le marché, c'est Iveco, donc des Italiens, et puis Scania, notre véhicule assez diversifié. Côté matériel agricole, c'est beaucoup plus compliqué, puisque à ce jour, il n'y a que New Holland qui a démarré la production d'un tracteur homologué qui est à la vente là, depuis un an maintenant, avec un T6 et dès l'année prochaine un tracteur beaucoup plus puissant de 250 chevaux. Pour tout ce qui est des autres engins, il n'y a absolument rien. Et il y a très peu de constructeurs qui s'engagent dans cette voie. Parce que tout le monde est un petit peu attentiste sur ce que sera la décarbonation de l'agriculture demain, sur tout notre métier de production. On a vu un certain nombre de constructeurs travailler, Manitou, pour les engins télescopiques, JCB aussi, je crois, sur plutôt l'hydrogène, et non pas sur le méthane. Mais à ce jour, sur le méthane, il n'y a que New Holland qui s'engage dans cette voie, et qui va prochainement aussi développer une chargeuse, à partir des moteurs existants dont ils disposent et qui sont d'ailleurs utilisés sur les camions. En dehors de ce constructeur-là, pour l'instant, on n'a personne d'autre. Il y a une voie qui est envisageable, qu'on appelle le rétrofit, mais qui est plus compliquée, puisque faire du rétrofit, ça consiste à utiliser des moteurs existants, de les adapter pour pouvoir les transformer sur un usage de notre carburant. Mais c'est une voie qui est tout à fait possible, avec par contre un certain nombre de contraintes. Ça suppose un accord du constructeur et un développement qui se fait presque unité par unité et qui donc rend les choses beaucoup plus compliquées. Par contre, côté transport routier, là il n'y a aucune difficulté à imaginer une phase de décarbonation. La décarbonation, je vais peut-être terminer sur ce point, c'est pas uniquement le méthane. En agriculture et en transport, ça peut être aussi, et pour nos véhicules, les carburants liquides, les biodiesels, le B100 par exemple, voire le bioéthanol,
Donc il y a aussi des possibilités pour les engins sur d'autres types de carburants qui sont aujourd'hui disponibles. Voilà, je laisse peut-être lancer la discussion et je peux répondre à quelques questions dans la mesure où ça rentre dans mes connaissances. Merci Monsieur Guérin donc, pour cette présentation. Alors on a effectivement quelques minutes si vous avez des interrogations ou des questions à adresser à Monsieur Guérin. C'est clair. Ah, ça y est. Bonjour, Thierry Appert, Sundaisy. Comment on compare le prix de ce carburant par rapport à un diesel en ce moment? Est-ce que vous pourriez reposer la question directement au micro parce que je vous ai pas entendu. Excusez-moi. Il demande qu'on repose la question. La question, c'est comment? La question, c'est comment se comporte le prix du biocarburant par rapport au carburant standard. Ok. Alors, on vient de vivre une année 2022 particulièrement difficile. Donc, si vous posez la question, c'est que vous avez déjà certainement vu la difficulté. Le méthane est, donc je vous l'ai dit, du méthane fossile qui est importé de pays tiers. Il y a en gros 3 fournisseurs, il y en avait 3 jusqu'à une période récente au niveau de l'Europe et de la France. Le premier fournisseur, c'est l'Europe du Nord, avec du gaz qui vient de la mer du Nord. Norvège, Hollande, Pays-Bas, ensuite Algérie, et puis Russie. Et donc, vous l'avez suivi certainement, il y a eu une diversification qui s'est opérée avec des pays tiers comme les États-Unis. Là, le méthane est importé sous forme liquide dans des bateaux qu'on appelle des méthaniers, qui arrivent dans des ports et qui ensuite est décomprimé, rendu gazeux et injecté dans le réseau, dans des terminaux méthaniers. Donc avec la crise ukrainienne et la guerre en Ukraine, le prix du gaz a flambé, mais dans des proportions, il a été multiplié par 3 ou 4. Ce qui fait que ça a très très fortement impacté tous les utilisateurs de méthane, et notamment donc bien sûr le transport. Ce qui fait que sur un prix avant crise qui était à la pompe, on parle en kilos, et non pas en litres, de l'ordre de 1,20 € du kilo, on est monté jusqu'à des prix qui ont été multipliés par 3 et qui ont approché les 3 € du kilo. Si on se met en comparaison d'un diesel aujourd'hui qui est à 2 € TTC à la pompe, c'est-à-dire qu'on était, même avec la conversion dont je vous parlais, sur des prix qui étaient supérieurs. Ce qui fait que toute une série d'entreprises qui faisaient rouler des camions au GNV les ont laissés un petit peu à l'arrêt et ont continué à faire tourner leur parc diesel pour pouvoir passer cette crise. Aujourd'hui, les prix du méthane ont fortement rebaissé, sont revenus à des prix normaux. Et donc, on a des prix à la pompe qui sont revenus à des niveaux inférieurs au carburant diesel classique, puisqu'on est sur des prix qui sont situés autour de 2 € du kilo, sachant que on a donc toujours ce facteur de conversion qui fait qu'il faut, si on veut faire une comparaison avec le carburant liquide, faire une conversion de 1,2, il faut retirer 20% à peu près au prix pour faire une comparaison. Donc, quelle sera la situation demain du biométhane? Certainement très lié aux événements géopolitiques. Et donc, ce qui fait que quand on est connecté au réseau, on subit ces fluctuations du prix mondial. Dans un certain nombre de modèles à autonomie que l'on a vu dans la présentation initiale, on n'est pas du tout lié à cette fluctuation, puisque c'est nos coûts de production qui nous permettent de fixer nos prix de vente du kilo de GNV. Et on est revenu aujourd'hui à une situation normale
Et on espère que, ça dépend, je vous dis, de la situation géopolitique, que les choses vont se stabiliser. C'est vrai qu'il y a eu un petit coup d'arrêt là pendant à peu près 6 mois dans le développement des stations et qu'aujourd'hui, le mouvement est en train de repartir. Et que tous les projets de création de stations qui ont été mis un petit peu en attente sont repartis. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on passe à la présentation suivante? Oui, allez. Jean-Baptiste Guichon, Sundesi. En termes de taxes, aujourd'hui, comment est taxé le bio-GNV par rapport aux carburants fossiles et à quoi peut-on s'attendre dans les années à venir? En termes de taxes, comment est taxé aujourd'hui le bio-GNV par rapport aux carburants fossiles et comment vous voyez la suite? Alors le GNV, le bio-GNV est complètement détaxé. Il y a juste une taxe de 5,6 centimes par kilo, qui est extrêmement faible comparé au diesel. Donc il n'y a pas de... Ça c'est la loi des finances qui fixe ça. Et on est sur une perspective de maintien de cette taxe qui est très faible. Donc pas d'évolution négative. L'ambition étant de développer ce carburant sur les territoires. Donc c'est un des moyens avec... dans l'État pour rendre attractif ce carburant. Il faut dire aussi que dans chacune des régions, ça ce sont des dispositifs régionaux, il y a des mécanismes de soutien pour la conversion des flottes. Alors ça varie selon les régions, c'est vraiment les politiques régionales qui le fixent. Mais il y a des régions qui accompagnent, par exemple, je connais le cas de la Nouvelle-Aquitaine, qui accompagnent l'investissement dans les flottes de camions par exemple. Chez nous, dans notre région, la région Nouvelle-Aquitaine prend en charge 50% du surcoût. En gros, un véhicule gaz coûte 20% plus cher qu'un véhicule diesel conventionnel. Donc la région prend en charge 50% du surcoût. On bénéficie sur ces véhicules alors ça c'est national, du mécanisme de suramortissement à 140%. Et par exemple aussi en Nouvelle-Aquitaine, la région prend en charge sur 5 ans 50% du surcoût lié à ce carburant qui a un surcoût. Donc il y a des dispositifs comme ça qui existent, qui en fait ramènent à parité, voire un petit peu mieux le coût d'avitaillement direct et le coût d'exploitation des véhicules. Donc en fait il n'y a pas vraiment de différence en termes de coût d'exploitation. En termes de coût de carburant, on est plutôt légèrement en dessous. Donc l'impact, il n'est pas financier, il est plus logistique, je dirais, dans le sens où on a des véhicules qui ont des autonomies qui sont plus faibles que des diesels, puisqu'un GNC, qui est le carburant sous forme comprimée qu'on utilise plus communément, on est sur des autonomies de l'ordre de 400 km. Et quand on est sur des flottes qui tournent avec un point de retour plusieurs fois dans la journée, il n'y a pas de difficulté à s'avitailler. La contrainte, par contre, c'est qu'on est sur des monocarburants et qu'il faut que le point d'avitaillement soit à proximité du lieu de fonctionnement ou de la base de départ du véhicule, de manière à ce qu'il n'y ait pas de kilomètres déportés pour pouvoir aller s'avitailler. Voilà sur la question de la fiscalité. Très bien, ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas, Monsieur Garin. Donc on poursuivra l'échange, on fera un petit tour de piste, voir si les entreprises sont intéressées. On peut monter une autre réunion à une autre occasion, alors que c'est une prise de connaissance un petit peu de tout ce qui peut se faire dans votre belle région. Donc on va vous remercier pour votre participation. Et puis bah, écoutez, au plaisir, je pense, de se revoir prochainement. Voilà. En physique quand on pourra. C'est moi qui vous remercie de nous avoir accueillis. On est tout à fait ouvert à organiser des choses beaucoup plus concrètes, physiques, etc. Très souvent, les choses, vous savez, mieux que moi, c'est d'aller voir sur place. Donc, dans à peu près toutes les régions, on a des beaux exemples à montrer, des belles transitions. Donc,
à la fois sur une journée nationale ou en région, on est tout à fait capable, quand vous viendrez sur le terrain, d'organiser quelque chose d'une heure, 2 heures, 3 heures qui soit lié à ce sujet. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci. Et puis en tout cas pour votre disponibilité. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. À très bien. Au revoir. Voilà donc pour cette séquence introductive qui, j'espère, vous a inspiré. Alors, comme on avait pris un tout petit peu de retard, on va le faire sans transition. On va attaquer la session CET. Donc, j'accueille François-Xavier Mons, qui est l'animateur de notre CET, qui va introduire la session, qui sera modérée par Benoît Bachet. Merci, Benoît. Voilà, pendant que François-Xavier fait son introduction, on va faire un petit basculement technique. Bon, bonjour à tous, François-Xavier Mons, donc je suis l'animateur du CET. Comme tous les ans, dans cette réunion, on va vous présenter les travaux de notre groupe de travail. Vous savez, souvent au CET, on dit que dans notre groupe, on est des pompiers, parce qu'on a toujours une réglementation à gérer, des choses en urgence. Et cette année, on a décidé, avec les interlocuteurs qui vont participer à cette présentation, qu'on allait l'orienter sur deux voies. La première, c'est celle qui consiste à regarder par rapport à la feuille de route DESI 2026 où on en est. Le CET a 3 critères, 3 objectifs qui nous ont été fixés, donc on va faire un point là-dessus. Et puis le deuxième, ce sera si la technique fonctionne, ce sera de vous présenter sur 2 ou 3 sujets clés comment on travaille, c'est-à-dire d'insister sur notre méthodologie, comment on fait pour arriver à régler des sujets aussi divers que ceux que on va vous présenter. N'hésitez pas à poser des questions, vous verrez que cette présentation, elle sera à plusieurs voix, il y aura 3 ou 4 intervenants qui seront avec moi. Donc, quels sont les 5 points qu'on va aborder ensemble aujourd'hui en fonction de ces 2 lignes? La première, je vous rappelle, c'est les objectifs de l'Userne 2026 et la deuxième, c'est quelques sujets clés. Donc, la première, on va regarder l'impact substitution, l'impact substitution, où on en est. Tous les ans, c'est notre premier critère. On fera un petit point sur la décarbonation à partir d'un point d'étape de l'ADEME. On développera ça tous les deux avec Yann. Ensuite, une présentation, pour ceux qui sont en bas, vous ne voyez pas trop, mais sur 4 sujets, les méthodes de travail et la partie réglementaire. Donc vous verrez, on parlera d'entrepôt, on parlera de plan nitrate. Ensuite, on parlera d'un gros sujet pour la filière qui est très important à la fois en termes économiques, en termes de prospective et en termes d'image, c'est la sécurisation. Donc un dossier qui sera présenté par Jessie. Et puis en actualité, je vous ferai comme tous les ans un point. Qu'est-ce qui nous préoccupe en ce moment? Quels sont nos sujets et quelles sont nos perspectives 2023? Alors, on est bien sûr, premier thème sur le prospectif 2026. Au niveau du CET, on a 3 objectifs qui nous ont été fixés. Le premier, c'est d'atteindre un taux de substitution de 75%. Donc là, vous allez tout de suite voir que cette année, l'objectif est atteint. Les objectifs qui avaient été rédigés lors de la démarche 2026, c'était de réduire des 2/3 les émissions de gaz à effet de serre par produit fini. On voulait aussi développer un aspect contractualisation au niveau d'un approvisionnement. On verra tout à l'heure l'aspect local aussi qui est important là-dessus. On devait améliorer notre fonctionnement au niveau des usines, etc. Il y a un certain nombre de choses. Et aussi être vigilant par rapport à la poussière. Donc vous verrez, avec une présentation qui suit, que les résultats 2022 sont vraiment des records à 2 niveaux. La premièrement, c'est la matière sèche, donc le préfanage, et ensuite la substitution. Vous voyez les chiffres historiques. On est un record ici en préfanage à 49%. Évidemment, la sécheresse, et malheureusement, la sécheresse nous a aidés là-dessus. Et ensuite, la substitution, un gap énorme. On est passé de 54% à 77%. Quel impact tout ça? Donc, si on regarde les chiffres clés, la production estimée cette année d'environ 750 000 tonnes dans notre mouvement. On a un préfanage par rapport à la référence qui a fait 67% d'économie d'énergie. C'est considérable, 168 000 tonnes de charbon économisées. À partir de là, on continue à avancer, qui est donc la substitution. Substitution, 77%. Et donc là, l'impact substitution, c'est 64 000 tonnes de charbon qui ont été utilisées, qui ont été économisées. Alors, 64 000 tonnes, globalement, c'est 130 000 tonnes de plaquettes. Ça vous montre l'effet volume auquel on a affaire. Donc,
À partir de tout ça, je crois que le président Massé en a parlé déjà un petit peu. Quel est le résultat de cette année? Moins 92%. Donc la filière a émis 191 000 tonnes de CO2 en moins par rapport à ce qui était la référence historique. On a besoin, dans le cadre de notre syndicat, et souvent je vous en parle, il est très important qu'on ait un benchmark et qu'on ait un reporting à partir de ratios qui soient reconnus. Et donc l'importance pour nous, c'est d'avoir un ratio de CO2 et de CO2 fossile. L'objectif qui nous était fixé, alors il est tout en bas, vous ne le voyez pas tous, mais c'est 0,13 tonnes de CO2 par tonne de produit fini. Et cette année, c'est la première fois où on a obtenu ce résultat parce qu'on est à 0,06. Donc on a des résultats tout à fait exceptionnels, remarquables, on en a parlé régulièrement, et on baisse à la fois en CO2, bon là c'est le préfanage, CO2 global, et là on a l'impact substitution. Donc sur cet aspect indicateur de référence, objectif numéro 1 du CET, c'est atteint. C'est atteint. On peut être aussi optimiste par rapport à l'avenir. Quand on regarde nos mandants, on a encore 2 sites qui cette année vont passer à la biomasse. Tous les sites de l'usine de France ne sont pas encore en biomasse. Il y en aura 2 supplémentaires. Donc on voit que les perspectives sont encore engageantes et nous permettront d'aller plus loin. Le deuxième sujet auquel on voudrait vous présenter, c'est vous dire que ces résultats sont très probants. Mais en réalité, ils ont des impacts. Elles ont des impacts qu'on n'avait pas obligatoirement identifiés. On avait parlé beaucoup de poussière à un moment donné, et ça, ce n'est pas vraiment le sujet. Et donc là, je vais demander à Jessie, qui va d'abord se présenter, puis ensuite nous développer quel impact ces moins 90% ça a dans nos entreprises. Et je ferai un lien tout à l'heure avec LRD. Donc, bonjour à tous, Jessie Fourchet, je suis la gérante du cabinet BEMARISC. Et j'accompagne la filière sur tous les sujets ICPE et dans le cadre du comité exécutif technique depuis 3 ans maintenant. Donc je vais vous présenter maintenant effectivement les quelques préoccupations nouvelles par rapport à cette forte diminution des émissions de CO2 dans la filière. Donc sous la forme d'une ligne de process. Alors déjà, premier point, il a fallu optimiser les réglages des foyers. C'est probablement pas terminé, mais enfin forcément, qui dit modification du combustible dit qu'il faut adapter les foyers. Alors, je vais redévelopper tout ça ensuite. Deuxième point, donc l'envol de particules. La biomasse dans les foyers amène plus d'envol de particules qu'avec le charbon. Donc, ça n'est pas sans poser quelques difficultés, notamment la maîtrise des risques, et on verra ensuite qu'il y a un autre sujet par rapport à ça. Ensuite, il y a tout ce qui est émission des polluants et ce qui en découle, donc l'émission des polluants, mais aussi la question de la fiscalité, avec la taxe générale sur les activités polluantes. Et aussi tout ce qui est quota de gaz à effet de serre et pour la filière, en ce qui la concerne, le quota de CO2. Alors pour en revenir à l'envol de particules, ça a posé quelques soucis sur l'émission d'un polluant qu'on appelle le HAP, on reviendra ensuite, et l'impact sur la qualité des produits finis. Et ensuite, pour clore le cycle, une question sur les exutoires des déchets. Avant, on avait des mâches-fer de charbon. Aujourd'hui, on a des cendres de biomasse. Donc, quels exutoires pour ces nouveaux déchets? Alors, en matière d'impact potentiel sur les rejets atmosphériques, donc une problématique qui reste encore à approfondir en 2023. On voit déjà une augmentation de certains polluants, comme les poussières, ou une diminution, le soufre, c'est assez évident. Le soufre était présent dans le charbon, il n'est pas présent dans la biomasse. Donc on a une très forte diminution des oxydes de soufre. Il va y avoir des questions probablement sur les technologies applicables afin de prendre en compte ces changements et notamment l'augmentation de poussière. Il faudra probablement prendre en compte le retour d'expérience de la filière. Ça, c'est quelque chose que le CET fait parfaitement bien. Notamment suite à la mise en place de cyclones haute efficacité sur certains sites. Et puis, on peut s'attendre aussi à une évolution de la réglementation européenne. L'aspect émissions, la directive européenne sur les émissions polluantes, elle commence à dater un peu. Bon, alors, l'exercice des dossiers de réexamen, des rapports de base qui ont dû vous être présentés sur les années d'avant, c'est un peu derrière nous, mais il se pourrait que la directive IED soit de nouveau modifiée. Et pourrait exiger l'imposition de nouvelles technologies telles que ces cyclones haute efficacité. Et enfin, de nouveau, la problématique sur l'émission des
des rejets de type HAP qui vous avaient déjà été présentés l'année dernière, qui est un sujet encore en cours, voilà, qui vous sera probablement présenté sur l'année prochaine. Ensuite, la répercussion sur la taxe générale sur les activités polluantes. Alors, on voit donc, comme je vous disais tout à l'heure, une diminution de certains polluants, comme le soufre, donc avec un impact... le soufre, il est ici, voilà. Donc ça, c'est effectivement, on a une diminution de la valeur de la TGAP sur 2022, mais on a une augmentation potentielle d'autres polluants, comme les poussières, qui sont là, les hydrocarbures non méthaniques, COV et solvants, et aussi l'acide chlorhydrique. Voilà, donc ça, c'est un impact financier qui est un peu loin de l'impact sur le process, mais qui n'est pas à négliger en tout cas. L'impact sur les quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Là, il y a également un impact financier qui est assez important, hein, avec une risque de perte des allocations de quotas gratuits, du fait qu'on n'utilise plus le charbon. Donc, certains sites ont fait le choix, mais pas tous, de maintenir un certain niveau de charbon dans leur process, de l'ordre de 5%, ce qui permet de maintenir les quotas gratuits, et notamment de compenser le surcoût dû à la biomasse par rapport aux tarifs usuels des énergies fossiles. Voilà. Le maintien du charbon, il permet aussi, alors j'ai mis la notion de filet, on s'entend bien, hein, c'est vraiment, voilà, en cas de défaillance de l'approvisionnement en biomasse, en cas de panne des injecteurs aussi, c'est toujours possible, mais aussi en cas d'évolution du cadre réglementaire. On n'est pas à l'abri que la biomasse soit, à un moment ou à un autre, réorientée de manière préférentielle sur un usage plutôt domestique. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qu'il ne faut pas écarter. En matière d'impact sur les quotas de CO2, alors une nouveauté sur 2022, mais là on est en plein dans le sujet au niveau du CET sur la mise en application de cette nouvelle réglementation, c'est la durabilité de la biomasse et ce qu'on appelle la directive RED 2. Donc il y a une obligation d'apporter des garanties sur la traçabilité de la biomasse, notamment sur sa provenance géographique. Alors ça a plusieurs impacts, hein. C'est la nécessité d'attester de la provenance de la biomasse par rapport à la distance de transport, à l'origine des sols. Garantir la réduction des gaz à effet de serre. La conformité à une analyse des risques qui a été établie au niveau national, donc par rapport à la problématique de forêt durable. Et tout ça dans un processus certifié. Voilà, donc il va falloir engager des actions cette année sur le sujet. Alors on voit ici toute la chaîne hein, finalement qui est concernée par cette nouvelle réglementation, depuis l'exploitant forestier en passant par toutes les étapes de transformation, jusqu'aux producteurs de chaleur, aux producteurs d'électricité. Alors dans la filière, il y en a même qui sont concernés à 2 titres, à la fois sur la fabrication du granulé de bois, donc pour la partie amont, et à la fois sur la partie donc, plus aval, sur la partie production de chaleur, donc ça pour l'ensemble des sites. Donc sur la partie amont, émission d'une attestation par les exploitants forestiers et les producteurs de bois énergie. Et sur la partie aval, émission d'une déclaration pour rendre des comptes à l'administration sur l'ensemble de ce processus, en sachant que tout ça, ça va devoir être certifié par des organismes certificateurs, eux-mêmes reconnus par des systèmes volontaires. Enfin bon, encore une bonne réglementation bien fournie, comme sait le faire l'administration française. Ensuite, sur la gestion des déchets et des coproduits, donc comme je vous le disais en préambule, le devenir des cendres de biomasse, donc déjà caractériser ces cendres, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est quoi les exutoires? C'est quoi les filières de valorisation pour ces nouveaux déchets coproduits? Un impact sur la combustion en termes de contrôle, de réglage, de savoir-faire, mais aussi de modification des foyers avec la mise en place d'entrées d'air, de recyclage, des nouveaux injecteurs voilà, qui nécessitent des modifications conséquentes hein, sur les foyers. On n'est pas que sur de la question d'exploitation là. Voilà, donc vous voyez, ce sont des exemples. Hein. On n'est certainement pas au bout de l'identification de l'ensemble des préoccupations nouvelles sur ce sujet. En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, ce qu'on peut conclure sur ce sujet de la substitution biomasse, c'est que l'engagement filière, il est atteint avec 75% de substitution. Néanmoins, on voit bien qu'il y a des dossiers émergents
qui sont déjà identifiés, d'autres qui ne sont pas encore identifiés, qui restera à identifier, avec donc pas mal de travaux à poursuivre en 2023 pour pouvoir, en tout cas c'est la finalité, aboutir à une maîtrise de ce changement qui est vraiment généralisé sur l'ensemble des usines, à la fois sur l'aspect conduite, exploitation, mais également sur l'aspect investissement et sur l'aspect recherche et développement. Voilà, on a terminé pour cette première présentation. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions? Une question au fond. Oui, là. Est-ce que tu as besoin d'un micro ou pas? Je t'écoute. Donc, monsieur le président du CDV, je reviens sur la question de la certification RED 2. Vous dites que c'est un système bien français, etc. Je croyais que RED, c'était Eugenie. Donc, ça veut dire qu'il y a des systèmes de certification dans d'autres pays qui peuvent être différents par rapport à nos pays? Non, ce qu'on espère juste, c'est qu'il ne va pas y avoir une petite couche française qui va venir se rajouter à ça. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, c'est effectivement une directive européenne avec les standards européens. Pour l'instant, il ne semblerait pas qu'il y ait de touche française sur ce sujet. On n'est jamais à l'abri. Je pense que tout le monde est au courant de ça. On a tendance à toujours en rajouter une couche. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas parti là-dessus. Mais ça reste quand même un système à mettre en place. C'est nouveau. Ça demande de l'investissement de l'ensemble des acteurs, en fait. Voilà, donc il va falloir s'approprier tout ça, et de manière assez rapide, parce que dès cette année, il y a les attestations à fournir, il y aura les déclarations à faire début 2024, la certification aussi à mettre en place, alors qu'aujourd'hui, les organismes certificateurs ne sont pas forcément encore identifiés de manière très claire, en tout cas pas forcément sur toute la typologie de biomasse qu'on peut trouver. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il va falloir anticiper, mais en n'ayant pas forcément l'ensemble des éléments aujourd'hui pour pouvoir anticiper. Voilà, donc il va falloir être vigilant sur ce sujet-là. Sur le même sujet, est-ce que le CET a pu estimer le pourcentage actuel utilisé qui pourrait ne pas obtenir cette certification sous un terme 1, 2, 3 ans, globalement? Est-ce qu'il y a un risque important ou pas? Non, alors ce qui est clair, c'est que la certification, elle doit être faite dans l'année. Ça, la France va avoir des comptes à rendre à l'Europe sur le sujet. Après, il y a quelques subtilités sur les plaquettes bocagères, sur les haies, ce genre de choses. Mais sur ce qu'on fait de manière majoritaire dans la filière, c'est-à-dire les plaquettes forestières, on aura la certification. Ça, la certification, elle doit être établie sur 2023. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon pour tout le monde? François-Xavier, je propose qu'on passe au sujet suivant. Merci beaucoup. Donc, juste un petit zoom pour finir sur ce sujet, c'est que le deuxième engagement, le deuxième objectif qui avait été fixé par l'usine 2026 au CET, c'était d'avoir des projets de R&D, etc. Donc il y a vraiment un lien entre ces nouvelles préoccupations et ce qui sera présenté tout à l'heure par LRD au niveau de la recherche. Deuxième sujet auquel on voulait parler avec vous, c'est notre objectif suivant, qui est de trouver un ambitieux projet volontaire de réduction du carbone. Cet objectif avait été présenté l'année dernière par Thierry Hamrel de manière très détaillée, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec un appel à projet de l'ADEME, auquel pratiquement toute la profession avait répondu en octobre 2020. C'était un projet majeur parce que c'était la première fois où on pouvait associer à la fois une aide à l'investissement et une aide au fonctionnement. Et tout ça pendant 15 ans. Donc l'ensemble des dossiers ont été retenus. On a, sous cette, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sous cette carte, l'ensemble des sites qui ont été retenus. Il y en a beaucoup dans notre filière. Et il y avait deux types d'aides, une aide à l'investissement et une aide au fonctionnement. Cette aide à l'investissement, pour les principaux projets, elle a été mise en œuvre. Pour la majorité des autres, c'est-à-dire des entreprises qui avaient déjà fait le choix d'investir dans la biomasse avant 2020, il y avait quand même des montants d'investissement assez significatifs. Et l'ADEME nous avait dit, on va globaliser le CAPEX et l'investissement, et on vous fera une aide globale. Donc ça, c'est quelque chose qui pouvait avoir un sens à ce moment-là. Et on va voir que comme les conventions n'ont pas été signées, et je passerai la parole à Yann là-dessus pour qu'il nous en fasse un point, toutes les entreprises qui avaient compté sur des améliorations de process, d'investissement pour atteindre les 70, les 90% de substitution, n'ont pas eu l'aide escomptée. Et donc vous voyez que souvent on dit qu'avec l'administration ça se passe plutôt bien, et là il y a des points de blocage, et Yann, si tu veux, j'aimerais bien que tu nous présentes là où on en est là-dessus. Merci.
Merci François-Xavier. Oui. Donc effectivement, sur la partie aide au fonctionnement, donc les conventionnements pour la plupart ont eu lieu, je crois, dès janvier 2021. Les dernières conventions ont dû être signées en juillet 2021. Alors depuis, on a eu plusieurs réunions avec l'administration. Il y avait eu une première validation du fonctionnement de l'aide au fonctionnement, on va dire, puisque c'est quelque chose qui est assez nouveau, mais qui ne nous satisfaisait pas. Donc on avait voulu introduire un calcul plus intéressant pour, si on se projetait en fait sur 10 années, puisque c'est un accompagnement de 10 années. Donc on a eu les services de Bercy plusieurs fois, et donc la dernière version, c'est toujours ce que vous voyez écrit ici. Alors je ne sais pas si ça marche, voilà. Concernant le processus de notification du mécanisme d'aide auprès de la Commission européenne, et c'est bien là que ça bloque. Donc la Commission avait envoyé encore de nouvelles interrogations sur la façon dont Bercy construisait son offre, et donc le processus poursuit son cours. Donc c'est pas, pour nous, c'est pas satisfaisant, puisque ça fait maintenant, enfin ça je veux bien que ça puisse durer 6 mois, 8 mois. Donc on a entrepris notre opération assez récemment, puisque c'était sur le salon de l'agriculture, avec un rendez-vous et un déjeuner même avec la ministre des PME-TPE. Donc ça couvre quand même une grosse partie de notre périmètre d'intervention. Olivia Grégoire, donc, qui souhaitait justement rencontrer des dirigeants. Donc François-Xavier Mons s'y est collé en sa qualité d'animateur du comité. On avait ressorti les dossiers de presse et on a eu 2 retours depuis de ses conseillers. Donc elle est en train d'essayer de voir comment on peut accélérer les choses. Alors, on n'a pas été non plus à les harceler tout de suite, puisque actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que les courbes se sont croisées et que notre biomasse est plus intéressante, on va dire, que le charbon chargé. Mais bon, c'est un accompagnement qui peut être sur 10 ans. On ne sait jamais ce qui peut se passer, on l'a dit en introduction. Et pour le principe, on est allé vers ces conventions. Il y a parfois aussi des stockages qui sont dedans. Donc, on compte bien aller jusqu'au bout. Alors, on ne nous a jamais dit le contraire. Et donc, on espère bien que ça aboutisse assez rapidement. Voilà, donc j'ai un petit peu anticipé cette diapo-là. Donc, vous avez quelques illustrations donc, de ce déjeuner qui s'est tenu en présence de Florence Pradier, pour ceux qui ne la connaissent pas, notre directrice générale, et puis Dominique Chargé, qui est donc de l'autre côté de la table, le président de la coopération agricole. Donc on vous tiendra bien sûr informés. Donc ces 2 slides, c'est simplement pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on ne vous en parle pas, parce que la fumée n'est pas blanche, qu'il ne se passe rien. Et donc on espère bien revenir assez rapidement avec de bonnes nouvelles. Ouais. Merci Yann. Des questions sur ce sujet? Donc, à ce stade de la réunion, vous voyez qu'on a répondu à la premier objectif qui était de présenter les trois avancées. On est dans la ligne qui a été fixée, Eric, dans DESI 2026. Et maintenant, on va aller sur le deuxième objectif de notre réunion, qui est de vous présenter sur des sujets clés, comment on travaille, quelles sont nos méthodologies. Et je vais passer la parole à Jessie qui va nous présenter ces sujets. Merci François-Xavier. Alors effectivement, je voulais vous présenter la méthode de travail sur les sujets réglementaires. Alors je sais que ce n'est pas forcément très vendeur comme thème, les sujets réglementaires, mais on va essayer de rendre ça un peu fun, un peu agréable. Alors, je voulais aussi faire cette présentation parce que j'ai un certain recul par rapport à la filière, puisque j'interviens en tant que partenaire depuis 3 ans maintenant. Et il me semblait important de vous présenter la méthode de travail et puis aussi la façon dont le CET travaille sur ces sujets-là. C'est une filière qui est très active dans le domaine de la veille réglementaire. Alors il y a eu encore en 2022, comme les années précédentes, beaucoup de sujets nombreux et variés. Et pour moi, de mon point de vue, il y a vraiment un intérêt pour la filière à effectuer cette veille réglementaire pour pouvoir anticiper sur les textes. Alors à la fois ceux qui sont déjà apparus, mais aussi ceux qui sont à venir. Et on va en voir 2 exemples, justement. Un texte à paraître et un texte qui est paru et sur lesquels il a fallu travailler pour pouvoir répondre à l'administration sur ces sujets-là. Donc quelques thématiques qui ont été vues en 2022 et on va faire le focus sur 2 points en particulier. Donc les entrepôts, ce qu'on va voir aujourd'hui. La directive IED, bon, il n'y a pas de grande nouveauté, mais il y a quand même eu un travail du CET en matière de partage sur la mise en place du système de management de l'énergie. Des nouveautés sur les procédures réglementaires en cas de modification des installations.
Le plan action nitrate, donc ça c'est le deuxième exemple qui va vous être présenté aujourd'hui. Le système d'échange des quotas de CO2, ben ça je dirais que c'est un sujet qui vit, sur lequel il y a toujours plus ou moins des modifications. En tout cas, on reste vigilant sur ce sujet-là, sur les modifications de la réglementation. Et un sujet qui a débuté en 2022 mais qui va se poursuivre en 2023, c'est le décret poussière avec l'application de nouvelles règles en termes de code du travail cette fois. On n'est pas sur les émissions de polluants atmosphériques. Voilà, donc ça c'est un travail qui a débuté et qui est encore en cours avec des campagnes de mesures qui vont être réalisées cette année. Alors le premier point qu'on va vous présenter, le premier focus qu'on va vous faire, alors ça va être un point qui va être présenté à trois voix. Donc je vais être accompagnée de Étienne Planck de l'USEAL et de Yann Martinet sur la partie plus méthodo et négociation avec l'administration. Donc le projet de 7e plan Action nationale nitrate, des négociations longues, compliquées, qui ont duré quasiment 2 ans, avec des interlocuteurs côté administration qui méconnaissent la filière, l'historique aussi, de toutes les études qui ont pu être menées sur la luzerne et sur la relation entre la luzerne et puis les nitrates, et aussi une méconnaissance de la culture de la luzerne, qui n'a pas été sans poser quelques problèmes en matière de définition de ce texte et de l'ensemble des exigences qui le caractérisent. Donc on va vous présenter ça sous 2 grands angles. Déjà la problématique et les enjeux pour les sites, donc c'est Étienne qui va faire cette présentation. Et ensuite, quelle méthodologie a été appliquée pour faire évoluer le projet de texte? C'est Yann qui va s'en charger. Pour ensuite vous présenter, Étienne va vous présenter les résultats de cette négociation. Étienne, je te... Bonjour, donc Étienne Planck, je suis directeur de site et directeur projet chez l'USEAL. Donc je vais vous présenter les points du projet de texte du 7e plan d'action nitrate. Donc 2 contraintes particulières. Tout d'abord, en fait, la restriction des périodes d'épandage en fait, de fertilisants azotés. Arrêt des épandages au 15 octobre, sachant que les voies humides tournent jusqu'à fin octobre. Et surtout, la deuxième contrainte, c'est la limitation sur luzerne des apports azote efficaces à 70 kg par hectare sur le second semestre. Ça veut dire à partir de début juillet, c'est-à-dire que pendant les 2/3 de notre campagne luzerne, en fait, on est vraiment limité on aurait été limité à 70 kg par hectare. Alors qu'actuellement, sur le 6e plan d'action nitrate, nous pouvons épandre 250 kg d'azote par hectare. Voilà, donc on voit très bien que le risque d'un tel projet, c'est le risque de fermeture de nos sites, principalement les voies humides, donc qui ne pourraient plus tourner à partir d'octobre, ou alors un besoin de gros investissements pour pouvoir stocker en fait tous les effluents pour pouvoir les répandre au printemps suivant. Donc là, on parle quand même sur des volumes de l'ordre de 200 000 m3, ce qui fait des bassins relativement conséquents. Un autre point sur ce projet de texte initial, c'est l'introduction d'un nouvel indicateur en fait, pour tous les fertilisants azotés, dont les effluents de luzerne, l'ISMO. Donc c'est un indicateur de stabilité de la matière organique. Cet indicateur en fait, est uniquement applicable en fait, aux produits solides et pâteux, donc n'est pas applicable aux effluents de luzerne qui sont liquides. Et donc, en absence d'une valeur ISMO, en fait, les effluents de luzerne sont classés en type 2, c'est-à-dire les plus contraignants, d'où l'interdiction d'épandre après le 15 octobre. Voilà, donc on voit très bien qu'il y a une méconnaissance en fait, des effluents épandus et de la culture de la luzerne par les gens qui ont rédigé ce projet de texte, et surtout donc une méconnaissance en fait, des études antérieures qui avaient bien démontré la possibilité d'épandre jusqu'à 250 kg d'azote efficace par hectare, ce qui avait été mentionné dans le plan d'action régional en fait, Grand Est. Alors donc en fait, ce qu'on a vécu, c'est qu'il y avait vraiment une vraie difficulté sur ce sujet-là à dialoguer avec l'administration, du fait donc, de l'absence de connaissance de la filière, de la culture de luzerne, mais aussi des enjeux. Donc absence de connaissance de cette étude agronomique qui montrait l'innocuité de la culture vis-à-vis de l'apport de nitrate au sol, qui était une étude qui avait été co-signée par les 2 ministères, mais voilà, cette étude avait été un peu oubliée, on va dire, au moment de la rédaction du projet de texte, et puis des nouvelles règles qui étaient inapplicables.
Voilà, donc des négociations difficiles, chronophages, et je vais passer la parole à Yann Martinet pour qu'il vous présente quelle méthodologie a été utilisée pour faire évoluer ce projet de texte, pour limiter un peu la casse. Merci Jessie. Alors oui, effectivement, on a hérité là d'un dossier assez compliqué. Alors, quand on dit effectivement que l'administration n'était pas abordée, c'est pas facile. Souvent, c'est des postes sur 3 années et on est tombé sur un tuilage qui s'est plutôt mal passé, voire une absence de fonctionnaires en face de nous. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas trop notre sujet. Il y a eu les élections entre-temps. On nous a un petit peu laissé de côté. Et puis après, il y a eu un coup politique où on nous a dit ce texte doit sortir dans 3 semaines et on avait le blocage que vous avez pu observer. Donc, ouais, c'est pas la bonne slide, voilà. Voilà. Donc on a attaqué par une première phase en fait de sensibilisation des élus et des administrations locales. Alors on s'y est collé, nous, Luzerne de France, assez rapidement, avec le soutien notamment de Philippe Robert qui s'excuse, mais il nous rejoindra peut-être dans la journée, je ne l'ai pas encore vu, il était très occupé. Les sucriers aussi, qui avaient des enjeux qu'on ne vous a pas détaillés, mais qui venaient en plus par-dessus et qui étaient tout aussi inquiétants, voire pire. Donc j'ai marqué ici SNFS, c'est nos amis de Syndicat National des Fabricants de Sucre, Tereos également, et puis l'USIPA qui était fortement impacté. L'USIPA, c'est les Amis Deniers, donc on était un petit peu tous en rang dispersé. On a tous fait le même constat, à savoir un blocage malgré plusieurs réunions. Avec des échanges, il est vrai, dans un premier temps à dominante technique et scientifique pour équilibrer les connaissances. À partir de mi-octobre, ça a commencé, on va dire, à chauffer, puisque le texte était attendu assez rapidement. Donc, ce qu'on a fait, nous, au niveau de la coopération agricole, Luzerne de France et Grande Maison, on a pris nos responsabilités, on a essayé de regrouper tout le monde, puis on y est arrivé sous la même bannière. Et on a donc pris le lead là-dessus et demandé audience au cabinet du ministre. Alors, on y est arrivé avec le soutien également de nos élus locaux. Donc, je citerai notamment Lise Magnier, députée qui est sur Châlons, Monsieur Warsmann également, qui est dans les Ardennes, puisque c'est une région, enfin un site qui était particulièrement impacté. Et en y allant avec plusieurs canaux, on a pu obtenir ce rendez-vous avec le cabinet qui a été extrêmement précieux. On a aussi mobilisé notre délégué interministériel aux industries agroalimentaires au ministère de l'Agriculture, avec qui vous avez pu faire connaissance, qui a eu une intervention remarquable, Monsieur Jean-Marc Callois, qui vous a présenté à notre Assemblée Générale un sujet bioéconomie. Et en y allant par tous ces canaux-là, on a pu aboutir, alors ça ne s'est pas fait en 5 minutes, mais en tout cas, tout ça se passe en 2 semaines, c'était extrêmement serré. On a obtenu un compromis qui consistait à assouplir les règles telles qu'ils envisageaient de le faire et que Étienne vous a présenté, à savoir descendre la quantité d'azote utile par hectare et surtout les périodes d'épandage. Gage de quoi on s'est engagé à renforcer les études qu'on avait dans le Corpen notamment. Donc c'est des études qui datent des années 90, mais bon, la Luzerne date de bien avant et n'a pas eu vocation à changer entre-temps, pour renforcer les connaissances, parce que c'était, on va dire, si on est honnête, c'était un peu incomplet sur certains points, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc l'étude qu'on va faire, elle est destinée à la fois à compléter nos connaissances et surtout à ne pas avoir à faire pendant 5 ou 6 ans des mesures de reliquat derrière chaque épandage, ce qui est quand même assez coûteux pour les entreprises. Donc on a dès à présent lancer une première phase de travaux. Ils sont assez coûteux, donc on compte sur le soutien de l'agence de l'eau Seine-Normandie. On a déjà déposé un dossier, et donc on espère bien d'ici une bonne année donc pouvoir sortir ces compléments, les présenter à l'administration et lever les contraintes qu'on nous a posées en attendant de disposer de ces compléments. Voilà, donc je pense que c'est une très bonne illustration de ce qu'on peut faire tous ensemble, donc filière et au-delà, dans la grande maison, on va dire LCA, et même avec nos partenaires des autres filières. Et c'est aussi une leçon pour nous, parce que on voit que dans la façon de se mettre en ordre de bataille, on peut encore progresser, donc on peut toujours faire mieux. Ceci dit, là, ça a été quand même rapide, puisqu'entre les premières alertes qui tournaient autour de la foire de Châlons et le compromis, sont passées 6 bonnes semaines, je veux dire. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous illustrer sur ce point en particulier. Je crois que c'est... Voilà. Enfin, on va donc effectivement, la conclusion, je
Bah, si c'est moi qui a vocation à la faire, Étienne. Voilà, on a évité le pire, on va dire. Et puis donc avec investissement très lourd. Problématique de foncier, évidemment, si on réduit la quantité à épandre, bah, il faut trouver des eaux de surface qui n'existaient pas, faire des bassins, stocker les effluents. Enfin, en gros, on y allait droit à la fermeture des lignes. Voilà. Voilà. Donc voilà, gros travail de négociation et de pédagogie auprès des administrations, donc par Yann et un ensemble de toutes les équipes, Philippe Robert en particulier et d'autres personnes. Donc voilà, résultat de cette négociation, donc comme l'a dit Yann, assouplissement de l'exigence relative au planning d'épandage, c'est-à-dire qu'en fait on peut revenir comme avant, comme actuellement en fait jusque décembre pour épandre nos effluents luzernes. Annulation de l'exigence de l'indicateur ISMO qui n'était pas du tout applicable en fait aux effluents liquides comme les effluents luzernes. Et donc retour, en fait, maintien en fait, à l'indicateur rapport C sur N et azote minéral par rapport à l'azote total. Et surtout, l'annulation de l'exigence relative à la limitation des apports à 70 kg d'azote par hectare sur le deuxième semestre. Et donc maintien de la limite actuelle des 250 kg d'azote efficace par hectare. Voilà. En contrepartie, plusieurs contraintes nouvelles, comme l'a dit Yann. Donc c'est alors éviter d'apporter plus de 100 kg d'azote sur les dernières coupes de luzerne. Épandre au maximum les effluents chargés en azote avant la 4e coupe. Et ou épandage sur 6 pans. Et surtout donc les reliquats azotés dont a parlé Yann, qui ont un coût en fait pour l'entreprise, mais qui ne sont pas commune mesure avec les investissements qu'on aurait dû faire en fait sur des stockages d'effluents. Voilà, et surtout donc l'étude en fait qui va nous permettre de ne plus faire ces reliquats azotés une fois qu'on aura prouvé que voilà, il n'y a aucune conséquence en fait d'épandre jusqu'à 250 kg d'azote en fait sur nos luzernes. Voilà. C'est ce que j'aime dire. Voilà. Merci Étienne. Donc ça c'était le... Il reste 10 minutes pour l'ensemble des sujets méthodologie. Ça va le faire, ça va le faire. Donc le deuxième focus qu'on voulait vous faire, c'était sur la réglementation entrepôt. Donc c'est une réglementation qui fait suite à l'incendie de Lubrizol à Rouen en 2019. Donc c'est une réglementation lourde, complexe, avec des modifications potentielles conséquentes sur les installations. Donc là, vous pouvez voir une image d'un entrepôt logistique voilà, qui était visé par cette réglementation. Donc la première question qu'on a posée quand ce texte est sorti, c'est est-ce que c'est les mêmes enjeux qu'un hangar type agricole qui stocke des balles de luzerne et des granulés? Donc on a commencé à avoir des échanges avec l'administration, y compris l'administration nationale, la Direction générale de la prévention des risques qui représente le ministère, qui a dit effectivement, vous avez raison, ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux. Bon, on va peut-être pouvoir faire quelque chose en matière d'aménagement des exigences. Donc il y a eu plusieurs actions qui ont été menées auprès de l'administration, à la fois locale, la DREAL de la Marne, et nationale, la DGPR, et des actions en interne, dont la mise en place de plusieurs groupes de travail au sein du CET. Donc un groupe de travail sur l'allègement des exigences et des négociations avec l'administration, ça c'était le second semestre 2021. L'élaboration d'une procédure et une formation des collaborateurs sur cette nouvelle réglementation au premier semestre 2022. Et un autre groupe de travail au second semestre 2022 sur la définition sur un point particulier des exigences en matière de plan de défense incendie. Alors le premier groupe de travail qui a demandé certainement le plus d'investissement de notre part, c'était autour de à la fois de l'applicabilité du texte. Est-ce que ce texte était effectivement applicable aux installations de la filière et dans quelle mesure et comment est-ce qu'on le définit? Et le deuxième point, c'est les exigences, est-ce qu'elles sont toutes applicables compte tenu des enjeux qui sont quand même un peu différents d'un entrepôt logistique dans lequel on peut avoir, comme chez Bolloré, des batteries au plomb. Alors en matière d'application, d'applicabilité du texte, on a fait une proposition
à l'administration. Bon, je suis désolée, hein, le logigramme est un peu petit, l'idée c'est pas de vous le présenter, hein. Mais voilà, on est venu avec une proposition de logigramme auprès de l'administration en disant voilà nous les cas de figure qu'on rencontre dans la filière, c'est-à-dire on peut avoir des stockages de granulés, des stockages de balles, on peut avoir de la paille, on peut avoir un peu de tout ça dans nos bâtiments. Et en fonction de ces nouvelles exigences, voilà ce qu'on vous propose en termes d'applicabilité du texte. Donc ça a été validé par l'administration, à la fois locale et nationale. Et le deuxième point, c'était les exigences applicables. Donc on a fait le constat qu'il y avait certaines exigences qui étaient un peu aberrantes, disproportionnées par rapport aux enjeux de vos installations. Donc pareil, on est venu avec une proposition, on a établi une grille en reprenant l'ensemble des exigences applicables et en disant voilà nous les aménagements qu'on souhaiterait avoir. Voilà, donc réunion avec la DREAL de la Marne, validée ensuite par la DGPR. Et donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est, on va dire, sur les rails, c'est-à-dire qu'on a fait le travail en 2022 de montrer qu'on était conforme à ces exigences moyennant des aménagements. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer 2 exemples concrets. Hein. Plus de souplesse sur les modalités de stockage. Donc on voit ici à gauche ce qui aurait dû être les exigences applicables. Donc j'ai pris l'exemple d'un hangar de 1500 m². Il aurait fallu qu'on mette en place 4 îlots de stockage de 500 m² maxi, hauteur de stockage de 8 mètres maxi, une distance minimale entre les îlots de 2 mètres et pas de stockage contre les parois. Voilà, ça c'était le texte initial. Au final, on a obtenu un seul îlot de 7000 tonnes maximum, avec modélisation des effets thermiques pour montrer que on n'était pas pire que si on avait appliqué les exigences, et avec stockage possible contre les parois. Voilà, nous on a dit nos méthodes c'est ça, nos pratiques c'est ça, est-ce que c'est compatible avec le texte? Voilà le type d'exigence d'aménagement qu'on a pu obtenir. Et le deuxième point, c'était qu'il y avait dans certains cas de figure des impositions en termes de détection incendie et d'extinction. Il aurait fallu dans certains cas mettre en place du sprinklage par exemple. Donc là, on a clairement mis en évidence la réalité des stockages de granulés et de balles, en expliquant qu'on ne pouvait pas apporter d'eau, compte tenu de la problématique de fermentation qui pouvait amener des auto-échauffements dans les bâtiments. Et donc, on a plutôt mis en avant les moyens techniques et puis organisationnels qui sont mis en place sur les sites, et notamment la mise en place de la thermométrie, que ce soit la thermométrie fixe ou que ce soit, comme on le voit de plus en plus aujourd'hui, des sondes mobiles, comme les sondes de Canturie. Donc tout ça, ça a été accepté par l'administration. Donc il y a eu plusieurs réunions d'échange. Je voulais mettre en avant les quelques points clés qui me semblaient être importants par rapport à cette négociation. On a anticipé. Je pense qu'il y a un sérieux de la profession qui est clairement reconnu au niveau de la DREAL Grand Est et qui nous a beaucoup aidé dans cette démarche. La filière a été force de proposition. On n'a pas dit le texte ne nous plaît pas, on n'en veut pas, gardez-le. Chaque fois, on est venu sur la table avec des propositions concrètes. C'est pas sans lien non plus avec les bonnes relations qu'on a avec l'administration, et ça, je pense que c'est absolument essentiel. Le collectif est soudé, c'est-à-dire qu'on vient au nom de la filière Luzerne et on représente un comité, le CET. Et puis, c'est sur la base de décisions collégiales qui ont amené à la définition de l'ensemble de ces propositions, qui ont abouti à une négociation réussie. Voilà. Le deuxième point, c'est l'élaboration d'une procédure et la formation des collaborateurs. Donc, procédure d'application des textes sous la forme d'une fiche question-réponse, et puis la formation des collaborateurs sur cette procédure. Donc ça, c'était en 2022. Et le dernier point, donc il y a un point précis de cette réglementation, il fallait mettre en place un plan de défense incendie. Alors sur certains sites, il y a déjà des choses qui sont existantes, mais là c'était très cadré, voilà, avec vraiment des points très très précis. Et puis encore à l'intérieur de ce plan de défense incendie, encore un point particulier, c'est les prélèvements environnementaux à réaliser en cas de sinistre. Donc là, on a mis en place aussi un groupe de travail sur ce sujet-là, pour à la fois l'élaboration du modèle de plan de défense incendie, et surtout pour documenter la partie relative aux prélèvements environnementaux, pour qu'on ait quelque chose de robuste à montrer à l'administration sur ce sujet, incluant un modèle de procédure. Voilà, donc on a créé un groupe de travail pour l'élaboration des documents, mais surtout pour la relecture. Et ça a abouti à deux rapports, 2 documents qui permettent de montrer à l'administration qu'on a fait le travail sur ce sujet. J'en ai terminé sur ce sujet méthode de travail sur les sujets réglementaires. Espérons avoir tenu le timing. Est-ce qu'il y a des questions?
C'était un peu rapide. Sur la méthodologie des questions. Vous avez vu deux exemples bien différents, hein. Celui qu'on a traité un peu en pompier sur les PAM et celui qu'on a travaillé en amont sur l'histoire d'entrepôt. C'est plus serein la deuxième que la première. Jessie a fait de super conclusions avec les mots-clés qu'on doit retenir, le collectif. Très bien. On continue? Ok. Dernier grand thème, on voulait vous présenter un travail collectif qui a été mis en place depuis 2019 qui s'appelle sécurisation de la filière. On est parti d'un constat qu'on avait dans nos entreprises une augmentation de la sinistralité en termes de risques matériels, d'incendies au niveau industriel, et que Groupama nous a sollicité en 2019 en disant il faut vraiment qu'on réfléchisse collectivement à la chose pour améliorer la notion de risque, en travaillant sur le retour d'expérience, en travaillant sur la création d'un guide de bonnes pratiques et des fiches d'action, de décision. Donc là aussi, on a travaillé en collectif et Jessie va vous le présenter tout de suite en montrant qu'on a fait comme d'habitude, c'est-à-dire on n'a pas fait l'autruche, on n'a pas travaillé le sujet à 50%, on l'a fait à 200%. Et pour vous montrer qu'on a travaillé par moment à 33 personnes dans ce groupe de travail, donc c'est considérable au regard de l'engagement. Et on a travaillé ce sujet, on va vous les détailler en 4 étapes. Hein. On a travaillé avec les assureurs, ensuite on a travaillé sur un guide, on a fait une journée d'échange et de formation en 2022, on en a fait une 2023 au niveau d'une gestion de crise. Et donc c'est un sujet très important qui avance d'année en année, sur lequel on s'engage. Et je vais demander à Jessie de vous le présenter en quelques éléments clés. Voilà, donc ce n'est pas un sujet nouveau. On vous a déjà fait des présentations sur le sujet dès 2021, lors de cette journée technique. Donc il y a eu une première étape effectivement suite à ce constat posé par Groupama, c'était de répondre à la demande de Groupama en élaborant un guide de bonnes pratiques. Donc il y a vraiment eu une forte mobilisation de la filière, hein. C'est un travail qui a eu lieu en 2020 sur plusieurs mois, qui a mobilisé vraiment beaucoup de personnes, comme disait François-Xavier, une dizaine de personnes dans le groupe de travail en lui-même, des visites de sites qui a mobilisé aussi un certain nombre d'acteurs. Et puis vraiment tous les adhérents qui ont participé à l'élaboration d'un benchmark à partir de cette visite de site. Et le deuxième volet qui a été effectué en 2020, c'était d'élaborer plutôt sur l'aspect incidentel. Donc le guide des bonnes pratiques, on était plutôt sur du fonctionnement normal, on va dire, pour prévenir la survenue d'un incendie. Alors que là, c'était vraiment des fiches d'aide à la décision en cas de situation incidentelle. Donc concrètement, quand j'ai un feu de tambour, un feu de cyclone, un feu de stockage, qu'est-ce que je fais? Quelles sont les différentes actions à dérouler pour pouvoir d'abord gérer ça en interne et ensuite, si besoin, appeler les pompiers. Mais une fois qu'on a appelé les pompiers, ce n'est pas terminé, il y a encore des actions à mener. Donc il y a 11 fiches qui ont été rédigées, qui ont toutes fait l'objet d'un groupe de travail. Donc là aussi, il y a eu une vingtaine de personnes qui ont été mobilisées. Ce n'est pas une personne ou deux personnes qui ont rédigé ça dans leur coin. Hein. Ça a vraiment mobilisé beaucoup de personnes pour pouvoir aboutir à quelque chose de suffisamment robuste et suffisamment opérationnel. C'était surtout ça l'enjeu. Voilà, donc vous pouvez voir à gauche un exemple de fiche d'aide à la décision avec vraiment action par action, les différentes parties, la mise en sécurité de l'installation. Ensuite, on intervient sur le feu. Si on n'y arrive pas, on appelle les pompiers. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? La mise en sécurité de l'ensemble du site, etc. Et puis à droite, le guide de bonnes pratiques en lui-même, voilà, qui fait office de référence. Qui est vraiment quelque chose d'opérationnel dans lequel on a recensé l'ensemble des bonnes pratiques, à la fois des moyens techniques, mais aussi organisationnels sur les sites. Donc ça, c'était le premier temps. Le deuxième temps, c'est 2022. En début 2022, en mois de février, on a organisé une journée d'échange sur la maîtrise des risques. Donc c'était une journée qui était vraiment enrichissante, à laquelle ont participé une cinquantaine de personnes. Il y avait vraiment une large représentation des entreprises adhérentes. C'est une journée qui s'est déroulée en deux volets. Le premier volet, c'était une matinée qui a permis de présenter le guide de bonnes pratiques et l'ensemble des fiches d'aide à la décision en situation incidentelle.
Et puis on avait voulu rendre ça voilà, un peu concret, sortir un peu de la théorie et impliquer les participants en organisant l'après-midi des sessions de travail. Donc on avait organisé trois groupes de travail avec 6 sessions de travail. Donc un groupe process, un groupe stockage et un groupe utilité. Donc une des sessions portait plutôt sur l'aspect voilà, fonctionnement normal de l'installation et puis une autre session plutôt sur l'aspect situation incidentelle. Voilà, dans la continuité de ce qu'on avait présenté le matin. Donc l'objectif principal de ces groupes, c'était de pouvoir travailler ensemble autour de la maîtrise des risques, de pouvoir partager le retour d'expérience, les bonnes pratiques, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et puis de pouvoir identifier des points de vigilance et des actions à mener. Une deuxième journée, alors là c'était plutôt une journée de formation qui s'est déroulée fin 2022 avec le cabinet Assian. Donc c'était sur le thème de la gestion des situations de crise. Donc 33 personnes ont été formées, des directeurs, des responsables industriels et des responsables QSE. Il y avait 8 entreprises représentées, ça représentait quand même 22 sites industriels hein, quand on regardait l'ensemble des personnes présentes. Donc la gestion de crise, bon, sous son aspect plus théorique, hein, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? Il faut être organisé, il faut savoir prendre l'information, il faut savoir décider. La communication est absolument essentielle, que ce soit une communication interne ou externe. Le retour d'expérience et comment on gère le stress quand on est en situation de crise, c'est absolument primordial également. Donc voilà, tout ça, ça a fait l'objet d'une présentation par le cabinet Assian. La théorie, c'est bien, mais il y a eu aussi des exercices de pratique avec la proposition de cas pratiques, des mises en situation et voir voilà, comment les gens réagissent et puis les aiguiller pour qu'ils puissent améliorer leur manière de gérer les situations de crise. Et un dernier volet sur lequel moi j'insiste beaucoup personnellement, vu mon passé d'inspectrice, pour moi le retour d'expérience en matière d'incendie, il est absolument essentiel. Et il y a justement la force de ce comité dans lequel vraiment il y a des échanges qui sont très constructifs et on pose vraiment les sujets sur la table, de profiter de ce comité pour pouvoir échanger sur le retour d'expérience. Donc, par exemple, en 2022, il y a eu 10 départs de feu sur différents sites de la filière. Et pour moi, il y a vraiment un intérêt particulier à pouvoir présenter, regrouper l'ensemble de ces retours d'expérience et pouvoir les partager ensemble, identifier les causes, les conséquences, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, mais aussi qu'est-ce qu'on a fait en fait, pour éviter que ça se reproduise. Voilà, quels sont les moyens qu'on a mis en œuvre, à la fois des moyens techniques ou organisationnels, voilà, pour éviter que ça se reproduise. Pour moi, c'est un élément essentiel, à la fois en interne, mais à la fois en externe aussi, de dire à l'administration, OK, on a eu des départs de feu, mais au sein de la filière, on a fait des choses pour éviter que ça se reproduise, et on l'a partagé. Donc je voulais vous donner un exemple concret d'un feu au niveau de la vis foyer. Donc la cause probable, c'était une remontée de feu au niveau du sas entrée combustible du foyer, avec une propagation du feu sur divers équipements, mais enfin au niveau de la ligne de process, mais aussi sur le site de manière générale. Pour moi, il y avait un élément qui était très intéressant, en fait, c'est pour ça que j'ai fait le choix de présenter celui-là, c'est que dans les actions qui ont été menées pour éviter le renouvellement de cet incendie, il y avait l'implication du constructeur, parce qu'il a été noté une lacune au niveau de l'analyse des risques qui a été faite par le constructeur, donc il y avait des défauts au niveau de la conception, et là on a vraiment, on voit vraiment l'intérêt de ce retour d'expérience, c'est-à-dire c'est pas juste on a eu un feu, OK, on l'a géré, ouf, tout s'est bien passé. Non, on se posait les bonnes questions. C'est pourquoi est-ce qu'on a eu ce feu? OK, il manquait un clapet, il manquait une sonde de température, il manquait des choses. On se retourne vers le constructeur. Le constructeur, il dit, bon, mais effectivement, vous avez raison. Il manque des choses. On va refaire l'analyse des risques. Et l'analyse des risques a permis d'identifier des nouvelles causes qui n'avaient pas été identifiées avant, des nouvelles causes premières, et la mise en place d'un certain nombre de dispositifs de sécurité, des clapets, capteurs, de la thermométrie, des caméras, mais aussi la mise en place de nouvelles mesures organisationnelles. C'est-à-dire, ce n'est pas tout de se demander si les dispositifs techniques qui sont en place sont suffisants. Il faut aussi se dire, d'un point de vue de l'organisation, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et notamment, vidanger la vis pour éviter qu'il y ait du produit, du combustible à l'intérieur,
s'assurer que le site reste propre en toutes circonstances et qu'il n'y ait pas des remorques, des tas de bois, des tas de palettes qui restent un peu partout, parce qu'on n'est pas à l'abri de la retombée d'une particule incandescente qui viennent se propager un peu partout sur le site. Et à la place d'avoir un seul foyer, on se retrouve avec 10 foyers sur le site, de la poussière aussi. Et puis éviter le stationnement des véhicules en dehors des zones identifiées. Ça aussi, ça peut, on peut avoir des véhicules avec de la poussière stockée. Il y a le réservoir qui est là et on peut avoir des scénarios un peu catastrophes comme ça. Donc voilà, pour moi, la maîtrise des risques, c'est vraiment un élément essentiel pour la filière. Je pense que les assureurs sont assez d'accord avec moi. Et on est vraiment depuis 2019, depuis 2020 dans la filière, on est vraiment dans un processus d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on définit ce que l'on fait et on l'applique avec le guide, les procédures, les fiches de décision. On se forme et on échange sur les pratiques avec les formations et les journées d'échange. On s'entraîne par des exercices. Bon, ça, c'est propre à chaque entreprise de le faire. En cas de sinistre, on applique ce qu'on a écrit et ce qu'on a appris, et on fait le retour d'expérience. Et ce retour d'expérience, on le partage au sein du collectif pour pouvoir en faire bénéficier à tout le monde de ce qu'on a pu vivre, de ce qu'on a pu expérimenter, de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné. Et puis pour boucler la boucle, une fois qu'on a fait tout ça, on révise éventuellement les procédures, les fiches d'aide et le guide. Voilà pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Des questions à GC, moi je voudrais rajouter que c'est du continu, vous l'avez dit, c'est-à-dire que dès vendredi, par exemple, à l'initiative de Thierry et de Christophe, on va rencontrer les dirigeants de Groupama nationaux pour échanger sur ces sujets. On va fixer la date de notre prochaine formation qui aura lieu en décembre. Enfin, on est vraiment dans le continu sur ces sujets. Je vais prendre la suite alors sur la dernière partie du CET et vous verrez qu'on respectera le timing. En avance, François. Je sais, on l'est toujours, non ? On l'est toujours. Donc, quelles sont nos actualités et quelles sont nos perspectives au niveau du CET ? Donc, en dehors des sujets qu'on a développés aujourd'hui, on a des sujets un peu récurrents. C'est la veille réglementaire. On compte beaucoup sur Yann et ses équipes pour pouvoir nous alimenter. On a aussi toute une partie sur la fiscalité qui ont été un petit peu évoquées tout à l'heure sur la partie poussière. Je ne sais pas si vous avez rappelé la partie de l'impact des 90%. Donc, cette partie fiscalité, on y est très attaché. On va regarder tout ce qui se passe au niveau du GNR agricole aussi, qui peuvent changer. Vous connaissez sûrement ça en tant qu'agriculteur. Il y a des démarches pour la fiscalité qui risquent de changer. On est toujours dans un appui technique auprès des coopératives. On a parlé de formation sur la sécurité. On fait aussi des formations sur les déclarations administratives, GREP, CO2, etc., qui ont eu lieu ou qui ont lieu cette semaine. On travaille sur la sécurité, on en a parlé. Et puis, un travail aussi important que Yann mène ou qu'on peut aussi mener, c'est de travailler avec les autres interprofessions, à la fois dans la grande maison COP de France, mais aussi avec le SNSS qui a été cité tout à l'heure, Rémi Aubry, avec le CITEPA, avec lequel on est en relation très très régulière. Et puis il y a un travail aussi au niveau international qui pour l'instant, je pense qu'il n'écoute pas trop, mais est pas très en vigueur et pas très alerte, mais on est toujours au niveau COPA, COGECA, on est en veille par rapport à tous ces sujets. Donc ça, c'est ce qui nous anime. On a aussi décidé depuis maintenant un certain nombre d'années, je voulais vous en parler, de faire un voyage d'études techniques. Alors, on a plusieurs objectifs quand on fait ce type de voyage. C'est d'abord de découvrir et de voir des veilles technologiques. Ça peut être technologie d'épuration, ça peut être des différentes technologies, ça peut aussi être un peu commercial, parce que Desialis nous accompagne. On essaye de regarder aussi un benchmark fournisseur et concurrent. Qu'est-ce qui se passe ? Si on va en Espagne, par exemple, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Et puis, bien sûr, il y a l'aspect très important pour moi, c'est qu'on est une équipe qui a envie de travailler, d'échanger, donc le team building du CET et favoriser les échanges. Le dernier voyage qu'on a fait, c'était en Espagne. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'être très structuré, d'avoir un voyage très organisé. Et l'année dernière, on a travaillé sur... l'objectif était de regarder l'évolution de la production de balles en Espagne. À deux niveaux, comment ça se passe par rapport à leur exportation sur la Chine, sur le Moyen-Orient, et aussi de se dire, est-ce qu'ils restent en presse à balles, à coffre ou à canal ? Il y avait des évolutions techniques, donc on a voulu aller voir ce qui se passe là-bas pour nous éclairer sur ces sujets. Le deuxième sujet qui nous importait, c'était de travailler avec un fournisseur espagnol qui s'appelle Prodesa, qui est un fournisseur de presse. Et là, on a travaillé sur la granulation
quelles sont les nouvelles technologies disponibles? Est-ce qu'il y a de l'amélioration d'efficacité énergétique? Est-ce qu'il y a de l'amélioration sur les usures? Est-ce que aussi on peut travailler sur la graisse? Donc il y a eu toute une demi-journée de travail là-dessus. Ça a été très très intéressant de pouvoir échanger avec ce constructeur. Et on en a profité aussi pour travailler là sur la granulation de bois, à la fois parce que vous le verrez dans quelques minutes, il y a un sujet chez Luzerne de France sur la granulation de bois, mais aussi parce qu'il y a des liens entre la granulation de Luzerne et la granulation de bois, et voir s'il y a des passerelles technologiques ou des passerelles de savoir-faire. Donc ça, c'était le voyage de l'année dernière. Vous voyez qu'il y a une très bonne participation. Je ne sais pas combien, moi j'y étais pas, mais combien on était. Toutes les entreprises viennent. On a prévu d'en faire un en 2023. Donc là, cette année, un petit peu à l'équivalence de ce qui s'est passé en Roumanie, on a prévu de faire un voyage commun entre le CERA, la partie agronomique, et le CET. L'idée, c'est d'aller un peu dans le sud-ouest, donc d'aller entre Angoulême et Poitiers, pour aller travailler sur 2 thèmes. Le premier, la déshydratation. Dans ce secteur, on a des sites de séchage qui ne sont pas vraiment conventionnels, avec des tambours, comme le site de Luzerne de Poitou, comme le site d'Urpère, voilà, donc, et puis un troisième dont j'ai oublié le nom. Et on va aussi aller voir la granulation de paille et la production de balles de paille. C'est un sujet qui est important pour un certain nombre d'entreprises de notre mouvement. Donc on va aller regarder que font les acteurs là-bas. Il y en a plusieurs importants, on va en visiter 3, à la fois par rapport à leur organisation, par rapport à leur technologie. Et puis on s'est posé la question, et c'est pour ça qu'on a associé le CERA, en se disant on est dans des régions qui sont beaucoup plus méridionales que les nôtres, en Champagne, et comment ces agriculteurs sèment la luzerne, implantent la luzerne dans des conditions sèches. Vous voyez le lien avec le réchauffement climatique, etc. Donc on a essayé, c'est en cours avec Honoré, d'identifier des agriculteurs leaders qui auraient une vision un peu différente ou qui pourraient éclairer le CERA sur les perspectives de semis. Quelles sont nos dernières perspectives et nos sujets d'actualité? Donc on a toujours des études en cours, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, l'impact de la biomasse dans nos usines, le quid des cendres, la veille réglementaire sur tout ce qui est externalisé, etc. Donc ça, c'est en cours, c'est courant. On a notre feuille Luzerne 2026. Vous avez vu qu'il y a encore quelques sujets au niveau de l'ADEME, on en a parlé, et au niveau de la R&D. Et puis, bien sûr, il va falloir regarder ce qui se passe au niveau réglementaire cette année, parce que les nouveautés peuvent arriver. On doit les gérer comme on a pu le faire, par exemple, pour les entrepôts. Et puis la sécurisation est vraiment un thème fort pour nous. On va continuer à avancer avec plusieurs étapes qui ont déjà été définies. Et puis on saisira peut-être des opportunités. Il n'y a pas que le CET, souvent on dit on est des pompiers parce qu'on règle que des problèmes, que des scuds qui nous arrivent. Il y aura peut-être des opportunités de travail ou des opportunités comme des appels à projets, par exemple, qui pourraient nous intéresser. Donc voilà un petit peu les perspectives de notre groupe. Je rappelle, que je vous ai déjà présenté, je pense, un petit peu l'année dernière, le CET, c'est un collectif, ça a été souligné par Jessie. On est assez nombreux, 22 membres. C'est assez compliqué à gérer, mais on s'en sort, je pense, plutôt bien. Des IALIS participent. On a environ une dizaine de réunions par an. On a une réunion intermédiaire en Teams tous les mois. On fait un voyage d'études et on se force à faire plusieurs formations annuelles sur nos sujets. Donc voilà un peu notre fonctionnement. Je remercie surtout mes collègues qui travaillent sur ces sujets, et puis Jessie en particulier cette année. Et puis bien sûr, je rappelle, ce qui pour moi est vraiment important, c'est la capacité qu'on a à s'engager sur nos sujets, mais aussi à décider collectivement. C'est-à-dire que souvent, on n'a pas trop de problèmes à prendre une position commune, malgré nos différences de taille, malgré nos différences de localisation, etc. On est toujours il n'y a jamais de décision compliquée, tout le monde va dans le même sens, et c'est vraiment un atout pour notre filière. Voilà ce que j'avais avec Jessie, avec Yann et avec Étienne à vous présenter aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je pense qu'en timing, j'ai gagné un quart d'heure. Mais... C'est exceptionnel. Non, c'est toujours comme ça. Vous aviez parti avec 10 minutes de retard, arrivé avec un quart d'heure d'avance. C'est peut-être parce qu'on vous a barbé. On n'a pas eu beaucoup de questions. On n'a peut-être pas été bon. Non, mais là, ce sur quoi je veux insister, c'est que c'est aussi des sujets très transversaux en termes de produits, puisque vous travaillez aussi d'autres produits, la paille, du bois, etc. Et la petite filière Luzerne travaille aussi en partenariat avec nos partenaires historiques qui sont les sucriers, et on sert même parfois effectivement à débloquer certains points assez compliqués également sur nos collègues sucriers. Donc la petite filière travaille dur derrière. Bravo.
Est-ce qu'il y a des sujets que vous auriez aimé qu'on développe ou qu'on a un petit quart d'heure d'avance? Donc si vous avez des sujets à nous proposer de travail ou des réflexions, soit locales, soit dans vos coopératives, on est bien sûr ouvert à regarder, à les étudier. On n'en manque pas, hein, mais c'est tout. Ok. Pas d'autres questions. Un grand merci à vous. Yann, je ne sais pas si tu voulais prendre la parole. Il y a Eric qui voulait faire une petite intervention, mais peut-être à ta suite dans ce cas-là. J'espère qu'on n'a pas eu la même idée. Eh ben, je te dirai tout de suite. Voilà. Alors, c'était simplement pour remercier François-Xavier qui anime ce CET depuis plusieurs années et tous les participants, hein, donc, parce que c'est effectivement une grande chance de pouvoir avancer de manière unie sur tous ces sujets. Donc merci François-Xavier pour ta disponibilité aussi. Et puis on compte sur toi pour rempiler au moins une année de plus. Voilà. Voilà.